Bonjour à toutes et à tous, je suis Antoine Cazan, chef de la division des examens et concours. Je suis ravi de vous accueillir ici pour une explication sur le grand oral qui va bientôt démarrer dans l'académie et partout en France. Je suis accompagné de Monsieur Cunégel, Denis Cunégel, que vous connaissez, je suppose, et qui Bonjour à est, toutes et tous. voilà, qui est chef du bureau du baccalauréat dans l'académie. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour vous expliquer ce qui va se passer donc dans les prochains jours sur le baccalauréat et notamment sur la partie grand oral. Et à la fin de cette intervention que nous allons faire, les IAIPR qui sont autour de nous ici dans cette salle au lycée Loritz que je remercie au passage, merci à toi Olivier de nous accueillir ici. Donc, les IAIPR prendront la parole pour vous proposer un outil qui peut vous aider dans l'évaluation des candidats. Mais tout d'abord, nous allons donner quelques explications sur le grand oral. Et enfin, en toute fin d'intervention, vous allez pouvoir poser des questions et on prendra le temps de répondre à certaines d'entre elles. Alors, nous allons commencer. Alors, le grand oral, qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve orale terminale de 20 minutes. Qui est précédé de 20 minutes de préparation pour le candidat. C'est une épreuve qui se déroule dans l'établissement du candidat, et ça c'est une nouveauté, parce que avant on avait des centres d'examen, et maintenant les candidats passent leurs épreuves dans leurs établissements. Donc ce qui peut aussi limiter le stress, limiter même les problèmes de déplacement. Donc pour ça c'est une avancée. C'est une épreuve qui a un coefficient important, le coefficient 10 pour la voie générale sur 100, et c'est un coefficient 14 pour la voie technologique. Je précise ici que c'est une épreuve qui n'est pas éligible au second groupe. On a fait passer un message au chef d'établissement pour qu'il puisse communiquer sur cette information auprès des candidats, auprès de leurs élèves. Et je tiens à vous le redire aussi, parce que je sais que vous aussi, vous êtes en contact avec vos élèves, et qu'il faut absolument qu'ils sachent que cette épreuve-là, de grand oral, n'est pas éligible au second groupe. Donc, en gros, il faut qu'ils la réussissent, sans vouloir leur mettre la pression. Il y a 20 minutes de préparation. Pendant ces 20 minutes de préparation, il y a le choix de la question par le jury. Donc le jury choisit sa question. On reviendra sur les modalités précises un petit peu plus loin dans les diapos qui vont venir. Et il y a la préparation de l'épreuve par le candidat. Ensuite, sur les 20 minutes qui suivent, c'est-à-dire les 20 minutes d'entretien entre le candidat et les professeurs, il y a 3 temps. L'explication du choix de la question, qui dure 5 minutes, le temps d'échange, et ensuite l'échange sur le projet d'orientation. Tout ça, on y reviendra en détail un peu plus loin aussi. Alors le grand oral, c'est quoi? Vous avez les explications sur les diapos. Alors on vous enverra les diapos pour que vous puissiez y avoir accès. C'est un exposé du candidat où le candidat pourra disposer de ses notes dans la première partie. Il pourra recourir à un support pour illustrer ses propos. Et ça, c'est une nouveauté. Elle n'est pas prévue. Elle n'est pas prévue dans le grand oral. Mais pour cette année, ça fait partie des aménagements qui ont été accordés aux candidats pour qu'ils puissent faire face en cas de souci, parce que l'année a été très particulière. Il y a une présentation debout qui peut s'appuyer sur un support préparé par le candidat lors de la préparation de l'épreuve. Le candidat se munit de son descriptif dans lequel figurent les points du programme qui n'auront pas pu être étudiés pendant l'année scolaire. Vous le savez très bien que cette année, les établissements ont fonctionné de manière un peu différente. Depuis le mois de novembre, il y a des établissements qui sont passés à 50%, et il y a des établissements qui sont passés à une jauge à 50% un tout petit peu plus tard, voire à partir du mois d'avril. Donc l'accès à l'enseignement a été inégal pour les élèves. Donc les candidats de toute l'académie, voire de toute la France, ne sont pas préparés de la même manière au grand oral et aux différentes épreuves qu'ils passeront. Donc ce descriptif est important parce qu'il permet aux candidats de dire aux interrogateurs quels sont les points du programme qu'il n'a pas pu étudier. Et dans ce même descriptif, sur le même papier, il y a les 2 questions qu'il a prévues et sur lesquelles il peut être interrogé.
Donc il sera interrogé sur l'une des deux. Encore une fois, on reviendra sur les modalités précises dans quelques minutes. Le jury est composé de 2 professeurs, dont un des 2 au moins enseigne une des spécialités choisies par le candidat. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on a attaché beaucoup d'importance. Et d'où la complexité importante de préparation de cette épreuve, et d'où le retard de convocation pour certains d'entre vous. Je tiens tout de suite à vous dire qu'effectivement, les dernières convocations sont parties vendredi. C'est vrai que ça fait un petit peu tard, on le sait, on vous le concède, mais ce n'est pas volontaire. L'organisation de cette épreuve, qui est donc une première, hein, il faut quand même bien le rappeler, est extrêmement complexe. Donc il a fallu qu'on ait absolument un professeur qui connaisse une des 2 spécialités du candidat. Alors l'autre professeur, le deuxième professeur est un professeur de l'autre spécialité, dans certains cas, ou alors un professeur d'enseignement commun ou un professeur documentaliste. Je vais passer la parole à M. Cunégel pour la suite. Je reviendrai dans quelques minutes. Oui, alors 2 points. Ici, je voudrais un peu préciser comment nous avons construit nos commissions d'interrogation et d'un autre côté, comment nous avons désigné les professeurs interrogateurs. Alors, concernant le travail que nous avons fait, tout d'abord, 2 problématiques se sont posées à nous. Une problématique tout simplement liée à la réglementation de l'examen, qui précise que l'épreuve du grand oral est évaluée par un jury composé de 2 professeurs, dont un des 2 au moins enseigne une des spécialités choisies par le candidat. C'est le cas de la voie générale, où un des 2 représente l'enseignement de spécialité du candidat pour lequel le programme prévoit la réalisation du projet. Ça, c'est la série technologique. Nous avons en même temps une problématique purement organisationnelle qui a consisté à nous interroger, à réfléchir à la manière dont nous pouvions organiser le déroulement des épreuves du grand oral sur l'expérience que nous avons en DEC de l'organisation d'une épreuve orale. Donc, afin de prendre en compte ces 2 problématiques, nous avons fait le choix d'une organisation qui se voulait facilitante. Alors, je vais m'expliquer. Facilitante à double titre. Facilitante tout d'abord dans le cadre organisationnel, pour nous services, pour les chefs d'établissement, afin de garantir le bon déroulement des épreuves. Donc, je précise, permettre aux services d'identifier le binôme de professeurs rattachés à une commission d'interrogation, permettre aux chefs d'établissement d'identifier facilement le groupe de candidats, le binôme, tout simplement, organiser les conditions d'accueil et de déroulement des épreuves. Également une organisation facilitante pour les professeurs qui, pour vous toutes et tous, allez pour la première fois interroger dans le cadre de cette épreuve. Donc l'idée ici, c'est une organisation soucieuse de vous accompagner dans le déroulement de l'évaluation. Le cheminement pour la construction des commissions d'interrogation. Donc les travaux que nous avons menés ont consisté dans un premier temps, à partir des binômes de spécialités choisis par le candidat, à construire des groupements de binômes de spécialités qui ont pour singularité d'avoir un enseignement de spécialité commun. Ensuite, pour la constitution des commissions, devant la diversité des binômes de spécialités afin de faciliter le travail des professeurs, nous avons fait le choix de colorer le 2e enseignement de spécialité du binôme. Donc pour l'exemple que vous avez devant les yeux, nous avons pris des commissions d'interrogation qui ont toutes un enseignement commun, comme vous le voyez, en enseignement de spécialité SES. Alors quand j'ai parlé de coloration, vous voyez que vous avez une commission à votre gauche qui aura pour 2e enseignement un enseignement de spécialité à coloration scientifique, et l'autre commission, celle de droite, qui aura pour 2e enseignement de spécialité un enseignement de spécialité à coloration littéraire. Donc nous avons opté pour la construction de commissions d'interrogation constituées d'un enseignement de spécialité commun à tous les candidats de la commission, qu'on a appelé un enseignement pivot, et le 2e enseignement de spécialité est choisi en tenant compte de sa coloration disciplinaire. Donc je remontre bien, on voit bien ici sur la gauche une coloration scientifique, un professeur de SVT, un professeur de mathématiques, on aurait pu avoir un professeur de physique, et sur la droite, toujours l'enseignement pivot dans les 2 cas qui est toujours le SES, qui est l'enseignement commun à tous les candidats de la commission, et un 2e enseignement, le 2e enseignement de spécialité de l'ensemble des candidats qui relève du domaine littéraire. Donc on a HLP, histoire-géographie.
Juste une petite remarque sur l'exemple qu'on a pris, on le verra tout à l'heure avec le nombre de candidats par commission. On voit bien que cette organisation se base sur c'est-à-dire les binômes de spécialité choisis par les candidats, ce qui explique qu'on n'a pas des commissions totalement égales en nombre de candidats. On le verra un petit peu plus tard, c'est un des éléments d'explication. Donc si je synthétise, concernant les commissions d'interrogation pour la construction pour la voie générale, donc une commission d'interrogation regroupe 28 candidats. Le premier enseignement est commun à tous les candidats. Le deuxième est choisi en tenant compte de sa coloration disciplinaire. Pour ce qui est de la voie technologique, une commission d'interrogation va regrouper des candidats qui ont en commun les deux enseignements de spécialité. Donc nous aurons des commissions d'interrogation pour chacune des séries du baccalauréat de la voie technologique avec les deux enseignements de spécialité rassemblés. Alors, puisque j'ai parlé de coloration, alors ça c'était la première mouture, on retiendra simplement une coloration scientifique et en vert, alors avec mathématiques, numérique et sciences informatiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences de l'ingénieur. Et dans notre organisation, ça on était sur la première mouture, on aura, on va dire, le reste, c'est-à-dire tous les enseignements de spécialité à coloration littéraire, économique, je dirais, et autres, art et biologie, écologie. On comprendra que le nombre de candidats est quand même très restreint en biologie, écologie. Donc là, nous avons pareil, alors là, je ne vais pas vous les redétailler, dans les 7 séries donc, du baccalauréat technologique, où on voit les deux enseignements de spécialité et l'enseignement de spécialité sur lequel porte le projet et qui sera à chaque fois, pour la série, l'enseignement de spécialité pivot, qui aura servi à construire la commission d'interrogation. Donc voilà, j'ai mis les 7 séries de la voie technologique. Concernant les professeurs interrogateurs, pour résumer, un professeur, donc la désignation des professeurs interrogateurs de la commission pour la voie générale, donc un professeur qui enseigne l'enseignement de spécialité commun à tous les candidats de la commission, et un professeur, alors là, ou du domaine commun, au deuxième enseignement, ou un professeur des enseignements communs, ou un professeur documentaliste. Donc on a bien 3 types de viviers, le vivier des professeurs de spécialité, le vivier des professeurs des enseignements communs et le vivier des professeurs documentalistes. Bien sûr, nos viviers ont été constitués à partir de nos bases académiques et tous les professeurs qui ont été proposés ou qui ont reçu une convocation pour l'épreuve du grand oral ont bien sûr été validés par les corps d'inspection. Concernant la désignation des 2 professeurs pour la voie technologique, donc un des 2 professeurs est le professeur enseignant la spécialité pour laquelle le programme prévoit la réalisation d'un projet propre à la série, ça c'est la réglementation, et de la même façon, le deuxième professeur est un professeur qui enseigne dans l'autre spécialité de la série, ça peut également être un professeur des enseignements communs ou un professeur documentaliste. Bien sûr, on a privilégié un enseignement, le deuxième enseignement de spécialité de la série. Mais il peut arriver pour des raisons organisationnelles, compte tenu du nombre de profs, compte tenu des déplacements, que ça soit effectivement, de toute façon, un professeur des enseignements communs ou un professeur documentaliste. Donc voilà pour les questions, comment nous avons organisé la construction des commissions et comment nous avons arrivé à proposer en face de chacune des commissions un binôme de professeurs interrogateurs. Alors, en ce qui concerne les modalités d'organisation concrète de l'épreuve, nous avons convoqué 14 candidats par jour, en moyenne par binôme de professeurs. Donc, les 4 premiers candidats sont convoqués à 8 heures, suivis de 3 candidats à 10 heures, puis l'après-midi, 3 candidats convoqués à 13h30 et 4 candidats convoqués à 15 heures. Ce qui fait 7 plus 7, 14 candidats maximum dans la journée. Alors nous savons qu'il y a des remontées de la part de certains professeurs disant que ça fait peut-être beaucoup, 7 candidats par jour. On l'a entendu, les inspecteurs nous ont fait part de cette inquiétude que nous comprenons.
Bon, maintenant, c'est une décision qui a été prise. On va l'assumer cette année collectivement et on verra, on tirera les conclusions de cette organisation. Il se peut que l'an prochain, on décide de descendre en dessous de 14 par jour, ce qui impliquera aussi plus de demi-journées de convocation. Hein, c'est mathématique. Mais il faut voir, il faut peser le pour et le contre et voir ce qui convient le mieux pour les organisations futures. Cette année, c'est comme ça que c'est lancé et j'espère qu'on y arrivera. Dans le timing, normalement ça rentre. On va vous expliquer dans quelques minutes l'organisation concrète de chaque demi-journée. Donc les candidats, les 4 premiers sont convoqués à 8 heures. Le binôme de professeurs les attend dans la salle et ils récupèrent leurs 4 fiches. Donc les 4 fiches, les 4 descriptifs, c'est-à-dire le descriptif de chacun d'entre eux. Sur ce même descriptif, il y a bien sûr ce que le candidat n'a pas pu préparer tout au long de l'année, mais il y a aussi les 2 questions. Je tiens à dire qu'il y a bien 2 questions. Hein, donc, les questions ont été posées, elles ont été validées normalement par le corps enseignant et surtout validées derrière par le chef d'établissement. Donc, il signe et atteste qu'il y a bien deux questions posées par le candidat. On a vu quelques-uns d'entre vous nous demander s'il y a une question, comment on fait, ou s'il n'y a pas de question, comment on fait. Normalement, ces fiches sont arrivées sur le bureau du chef d'établissement avant qu'elles soient rendues à l'élève, enfin au candidat. Et donc, normalement, il doit y avoir 2 questions. Et c'est avant qu'il faut que les chefs d'établissement nous préviennent en nous disant, bon, ben voilà, nous, on a quelques candidats ici présents qui n'ont pas une deuxième question, comment on fait ? Bien sûr, dans un premier temps, les choses peuvent se régler au sein même de l'établissement. S'il y a un jury qui est confronté à ce genre de problème, qu'il n'hésite pas à contacter l'ADEC et puis on essaiera de vous apporter une réponse dans la matinée ou dans l'après-midi même. Donc, le binôme de professeurs récupère les 4 fiches des 4 candidats. Et ils ferment la porte, ils se concertent et choisissent les 4 questions, c'est-à-dire chaque question pour chaque candidat. Une fois qu'ils ont fait ce choix, ils donnent la première question au premier candidat. Et ils lui disent, voilà, jeune homme, jeune fille, vous allez travailler sur cette question-là. Et ils la conduisent vers la salle de préparation. Cette salle de préparation, elle est mise à disposition de l'épreuve par le chef d'établissement. Et ils vont avoir une information par rapport à ça de l'ADEC ce soir. Donc, il y a bien une salle de préparation qui est hors la salle d'interrogation. Donc, le binôme de professeurs, ou en tout cas l'un des deux, accompagne le premier candidat vers cette salle de préparation et l'y laisse pendant 20 minutes pour qu'il prépare lui-même ce qu'il va dire à ses interrogateurs. Ensuite, il revient et à ce moment-là, les 2 professeurs, porte fermée, disposent de 20 minutes de discussion entre eux. Pendant ces 20 minutes, ils vont parler des questions qu'ils auront choisies pour les 4 candidats. Je précise, attention, hein, les 3 candidats qui attendent encore, qui ne sont toujours pas pris en compte, les 3 candidats en question, eux, ils ne savent pas sur laquelle des 2 questions ils vont être interrogés, d'accord ? Parce que sinon, on crée de l'iniquité. C'est-à-dire que le premier candidat, lui, il sait, il va tout de suite préparer. Le 4e, s'il l'apprend à 8 heures aussi, il a, j'ai envie de dire, 60 minutes de plus de réflexion. Voilà. Donc, ça crée de l'iniquité. Donc, on est bien d'accord. Les 2 professeurs savent sur quelles questions ils vont interroger les 4 candidats, mais les candidats ne le savent pas encore. Donc, pendant les 20 premières minutes, pendant que le premier candidat est en train de travailler dans la salle, les professeurs travaillent entre eux et trouvent les arguments, trouvent l'entente, trouvent les attendus qu'ils veulent de la part des 4 candidats. Et ça leur laisse à peu près 5 minutes par candidat, donc pour se préparer sur les questions qui ont été choisies. Au bout de 20 minutes, ils ouvrent la porte, il y en a un des 2 ou les 2, comme on veut, sort, choisit le 2e candidat et lui dit, voilà, jeune homme, jeune fille, vous allez travailler sur cette question-là, je vous conduis à la salle de préparation. Il conduit le candidat à la salle de préparation, l'y laisse pendant 20 minutes pour qu'il prépare et revient avec le premier candidat. Et là commencent les interrogations. Donc là, on commence les interrogations et on a une série donc, de 4 interrogations maximum, vu que sur la première moitié de matinée, il y a 4 candidats.
Et sur la deuxième moitié de matinée, il n'y a que 3 candidats. Voilà. Donc, on commence les interrogations. Ça dure 1 heure et 20 minutes d'interrogation. Et là, si le timing est parfait, bien sûr, ce ne sera pas parfait, mais si le timing est parfait, on a fini à 9h40. 20 minutes de préparation, puis 4 fois 20 minutes d'interrogation avec les candidats. Si le timing est parfait, on a fini à 9h40. À 9h40, les 4 candidats sont partis. Cela laisse 20 minutes au professeur pour se concerter sur les annotations, sur les appréciations et sur la note du candidat, de chacun des candidats. Et ensuite, il est 10h, et là, il y a 3 candidats qui arrivent, et on recommence la même organisation. Donc je répète, le professeur, un des 2 professeurs, prend les 4 fiches des 4 candidats, ferme la porte, avec son binôme, ils choisissent tous les 2 quelles sont les questions de chacun des candidats, ils les notent, et ils vont vers le premier et lui disent, voilà, vous allez composer sur telle question, je vous accompagne à la salle de préparation. Ça laisse 20 minutes aux 2 professeurs pour se concerter, discuter entre eux sur les 4 questions, et ensuite, ils ressortent, ils vont accueillir le deuxième, ils l'accompagnent à la salle de préparation, ils reviennent avec le premier, etc. Je rappelle que la salle de préparation, elle est surveillée par un personnel de l'établissement, et ça, c'est le chef d'établissement qui va organiser cette surveillance. Il est bien sûr clair qu'à la fin de la journée, ou à la fin de la matinée, ou à la fin de chaque demi-matinée, les professeurs renseignent les fiches d'évaluation et saisissent les notes avant donc de quitter le centre. Donc bien sûr, le soir, les 14 candidats qui auront été reçus doivent avoir été évalués, notés avant de quitter le centre d'épreuve. Le jury dispose du descriptif du candidat, de la fiche d'évaluation nominative, qui devra être renseignée avec le plus grand soin. La fiche d'évaluation est communicable au candidat qui en fait la demande, bien sûr. Ça, c'est par la suite. Éventuellement, une décision d'aménagement de son épreuve qui précise les aménagements dont bénéficie le candidat. Je rappelle que le chef d'établissement met à votre disposition les fiches donc, d'aménagement et le candidat, c'est lui-même qui vous apporte le descriptif et les questions. D'accord ? Donc c'est bien le candidat qui doit venir avec ses questions et son descriptif. Voici quelques fiches qu'on vous montre, que vous allez rencontrer pendant les interrogations. Donc ça, c'est la fiche. Alors j'agrandis encore un tout petit peu. Je crois que là, c'est clair. Donc ça, c'est le descriptif. Voilà comment il se présente. Donc on a le nom, le prénom, un certain nombre d'informations administratives sur le candidat. Les 2 questions choisies par le candidat, donc sur lesquelles vous allez travailler et vous allez déterminer sur laquelle des 2 le candidat devra composer. Et puis, les points du programme qui n'ont éventuellement pas pu être étudiés. Et bien sûr, on a là la signature des 2 professeurs de spécialité et le cachet de l'établissement qui aura été donc visé par l'établissement. Alors, j'espère que je vais réussir à sortir pour passer à la diapo suivante. Alors, est-ce que c'est ça ? Voilà. Et donc là, ici, nous avons la fiche individuelle d'évaluation. Donc l'observation, question choisie par le jury et traitée par le candidat. Ça, c'est le document officiel, donc sur lequel vous allez pouvoir noter les appréciations et la note donc de chaque candidat. Et dans quelques instants, on va passer la parole aux IAIPR qui vont vous donner aussi un outil, qui vont vous proposer un outil d'évaluation pour vos candidats. Voilà, donc moi j'ai fini la présentation. Je vais passer la parole à Madame Izquierdo, donc qui va vous parler du document d'évaluation. Alors je vais essayer de l'afficher. Répondre à quelques questions, Monsieur Cazan. Ah, peut-être, oui. Parce qu'on a eu quelques questions. Je laisse Madame Jacquier les poser. Alors, quelques questions qui reviennent régulièrement. La première, comment savoir si on est le professeur spécialiste ou l'autre membre du jury non spécialiste ? Eh bien, en fonction de la teneur de là ou des questions, vous aurez effectivement l'indication de savoir si c'est vous qui êtes spécialiste ou non.
Dans le même style, comment savoir si les questions sont transversales ou si elles ne sont adossées qu'à une seule des spécialités? Eh bien, c'est lorsqu'elles vont mobiliser des points de programme de 2 spécialités ou d'une seule des spécialités. Quand connaîtrons-nous notre binôme au niveau du jury? Eh bien, lorsque vous arriverez le matin même pour les interrogations. Une question aussi qui revient souvent, comment seront surveillés les candidats durant le temps de préparation? Donc ça a été prévu en fait et c'est organisé au niveau des établissements d'accueil de l'épreuve. Et enfin, une question pour vous, messieurs, sur la gestion des tiers-temps peut-être. Alors, la gestion des tiers-temps, c'est comme une gestion classique, comme dans le cadre de l'EAF. Donc, les candidats ont, pour certains, la possibilité d'avoir donc un temps de préparation supplémentaire, donc qui leur est accordé. Alors, de préférence, les faire passer ou en premier sur les 4 que vous aurez, ou en dernier. Bien souvent, on a des prescriptions et des demandes très précises de la part des médecins, c'est de dire qu'il doit passer en premier pour éviter l'angoisse ou le stress. Donc, on le fait passer en premier, il bénéficie d'un temps de préparation supplémentaire et après, on enchaîne. Comme je l'ai dit tout à l'heure en expliquant, j'ai dit que sur un temps parfait, on a fini à 9h40 par exemple, mais bien sûr on n'y sera pas, hein. On sait très bien qu'il y aura des décalages. Si les candidats convoqués à 10h ne commencent qu'à 10h05 ou 10h10, ce n'est pas tellement grave, je veux dire, il n'y a pas là-dessus il n'y a pas de problème important. Alors, bonjour à tous. Nous allons, pour terminer, donc vous présenter un outil d'aide à l'évaluation donc de l'épreuve orale qui nous est parvenu par le biais d'un professeur dont peut-être M. Tomasini parlera tout à l'heure. Donc, vous le voyez s'afficher sous vos yeux. C'est un document Excel qui reprend scrupuleusement ce que nous avons dit lors du webinaire du 9 juin. C'est-à-dire que sous vos yeux, vous voyez les différentes colonnes de la grille indicative ministérielle. Vous les reconnaissez. Je vais peut-être vous laisser quelques instants pour le regarder sur votre propre écran. Vous pouvez l'agrandir. Donc on retrouve les 5 degrés d'acquisition des différentes compétences en lien donc, avec la qualité orale de l'épreuve, la qualité de la prise de parole en continu, la qualité des connaissances, la qualité de l'interaction et la qualité et construction de l'argumentation. Et puis donc, vous pouvez déplacer les curseurs verticalement. Je ne sais pas si M. Cazan ou M. Cunegel, vous pouvez jouer sur l'un des curseurs de l'une des colonnes. C'est la petite barre grise. Voilà, et en fonction du déplacement donc, de ce curseur, vous verrez voilà, l'aiguille sur le graphique qui se trouve sur la droite se déplacer. Et donc, en fonction du degré d'acquisition de la compétence, et donc c'est évidemment vous, en concertation avec votre binôme, qui déterminez, en fonction de la prestation que vous avez observée, quel est le degré d'acquisition de chacune des compétences. Vous allez déterminer si, selon vous, l'épreuve n'est pas très bien réussie ou si l'épreuve est plutôt réussie. Et cet outil vous permet d'aboutir à un intervalle proposé de notation et une proposition d'appréciation. Il n'y a bien sûr aucune obligation d'utiliser cet outil puisque cela nécessite un ordinateur et vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur avec vous le jour de l'épreuve. C'est simplement une aide que l'on propose qui n'est pas non plus modélisante, mais elle respecte à la lettre le document ministériel. Elle respecte aussi les principes que nous avons proposés en fonction de tous les textes ministériels parus lors des 2 précédents webinaires, à savoir notamment la non-distinction du fond et de la forme. Et le concepteur du document est allé jusqu'à mettre en rouge ce qui ressort en fait de la forme de la prestation et en bleu ce qui ressort du fond, c'est-à-dire du contenu, des connaissances. Et on voit bien cette imbrication dans chacune des 5 colonnes et donc l'impossibilité de séparer les deux et encore plus l'impossibilité nette d'avoir un évaluateur qui s'intéresserait à la forme pendant que l'autre s'intéresserait au fond. Ça serait vraiment une aberration.
Donc voilà une proposition d'outils à votre disposition. Alors on va le déposer, on va le revoir un petit peu parce qu'il y a quelques coquilles qu'on va enlever, mais on va le déposer assez rapidement aux 2 endroits habituels, c'est-à-dire dans le parcours magistère que vous êtes déjà plus de 1150 à avoir suivi. Donc être jury au grand oral, et puis également sur la page dédiée au grand oral sur le site académique des lettres, sous l'onglet Actualité de la pédagogie. Un tout petit peu la parole, Monsieur Tomasini. Donc le professeur qui a rédigé, en fait, qui a conçu cette grille-là, c'est Kamel Dia, que l'on connaît bien pour les collègues de S2I. Il avait suivi l'ensemble des webinaires donc, qui ont été présentés par mes collègues et moi-même. Hein, donc, de ce fait, cette grille respecte scrupuleusement toutes les attentes que nous avions pu donner. Donc, vous avez pu constater, bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit ma collègue, parce que je pense qu'elle a bien présenté la chose et que je pense que tout le monde est en mesure d'utiliser cet outil-là sans aucun problème. On arrive donc à une évaluation, on va dire, littérale, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, que vous pouvez enrichir bien sûr, et puis une proposition d'échelle de notation. Donc vous voyez, entre 2 points, de 13 à 15, c'est un petit peu plus, on va dire, c'est un petit peu plus précis que de 5 points en 5 points. Quoi. Quand vous décalez vos curseurs, vous avez toujours 2 points d'écart, et vous pouvez vous en écarter. Hein. Rien n'impose de rester entre ce 13 et 15, même si vous arrivez à cette note-là en utilisant la grille. C'est bien sûr, l'outil est à utiliser par les 2 enseignants, pour ceux qui veulent bien l'utiliser, hein, parce qu'on peut aussi le faire autrement. L'outil est à utiliser par les 2 enseignants, et ensuite, vous croisez votre résultat, aussi bien en termes de notes qu'en termes d'expression littérale. Voilà. Donc, on remercie M. Dia hein, de ce travail, et puis on vous le transmettra donc, dès que possible. Bien, merci Madame et Monsieur les inspecteurs pour votre intervention. Alors, est-ce qu'on a des questions sur lesquelles on pourrait répondre? Oui. Oui, il y en a plusieurs qui s'affichent dans le chat, notamment liés sur les changements de jury au cours de la matinée. Pour certains professeurs, ils changent en fait de commission, donc au niveau de l'organisation. Ça n'a pas été prévu. Alors, juste une petite précision, hein, on ne l'a pas précisé tout à l'heure dans le schéma d'organisation. Des professeurs seront amenés quand même à changer de binôme pendant leur 4 demi-journées d'interrogation. Je vais prendre un simple exemple. Un professeur peut être amené à interroger le premier jour dans un établissement A et le deuxième jour dans un établissement B. Et bien entendu, ce n'est pas systématiquement le binôme qui a travaillé dans l'établissement A qui travaillera dans l'établissement B. Pour de multiples raisons. Hein. Il y a des questions en termes de déplacement et en termes, je dirais, purement organisationnels. Mais on n'a pas prévu spécifiquement de faire bouger les binômes constitués au départ lors d'une journée dans un centre d'épreuve. Juste une petite précision, hein, on ne l'a pas dit, on a convoqué à l'heure actuelle 1767 professeurs hein, sur cette épreuve du grand oral, pour la voie générale et technologique. Et je précise aussi une chose qu'on n'a pas dite non plus, c'est qu'on a appliqué hein, la règle des 4-3-2, donc 4 demi-journées maximum par professeur, sur 3 journées maximum, et dans 2 établissements maximum. Alors après, bien sûr, s'il y a des erreurs, s'il y a des cas particuliers, n'hésitez pas à nous les faire connaître. En passant par votre chef d'établissement qui peut nous renvoyer les informations et nous essaierons de regarder au plus près hein, donc s'il y a des erreurs ou des convocations qui ne correspondent pas à ce schéma-là. Une autre précision aussi, hein, on a été vraiment très attentif
Pour le déplacement des professeurs, je sais que c'est effectivement une question qui revient pour les épreuves orales. Hein. Bien sûr, il y aura quelques déplacements un petit peu plus longs que les autres, mais c'est lié à la géographie, à la répartition des établissements sur le territoire académique. Mais on a vraiment essayé, et on avait quand même la possibilité on a essayé de faire en sorte effectivement que les professeurs se déplacent le moins possible. Alors des fois on est obligé, mais on a vraiment fait un gros travail, et je salue d'ailleurs le travail de mes collègues de l'ADEC et notamment de Camille Martin, qui avait en charge le pilotage de cette organisation et qui a fait en sorte effectivement d'essayer que les déplacements soient le moins important possible. Alors, la question qui revient souvent, je l'ai vu plusieurs fois ici, hein, donc pourquoi j'ai plusieurs jurys dans la même demi-journée ou dans la même matinée? Ça n'a aucun impact sur l'organisation. En fait, les candidats relèvent d'un jury de délibération. Donc, ils sont chacun appartiennent à un numéro de jury de délibération. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la commission d'examen dans laquelle vous êtes affecté. Donc, vous êtes affecté à deux dans une commission d'examen et vous interrogez des candidats qui relèvent de plusieurs jurys. Donc, pour vous, sur les 4 qui arrivent en première demi-matinée, sur les 3 qui arrivent en seconde demi-matinée, ça ne change rien. Ils seront là devant la porte et vous pourrez les interroger. Vous n'aurez pas à changer de jury. Ce n'est pas dans le sens jury d'examen. Vous êtes une commission d'interrogation. Et en fait, eux, ils relèvent d'un jury. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de votre matinée ou de votre après-midi. Antoine, pour juste vérifier bien, ça veut dire qu'il y a le même binôme par demi-journée. C'est ça, exactement. Voilà, exactement. Donc, ce qui rassure tous les collègues qui, sur leur Complètement. convocation, peuvent avoir 50 numéros de jury, Oui, mais en réalité, ils seront avec le même binôme pour une demi-journée. pour une demi-journée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, apparemment, d'après les inspecteurs autour de nous qui gèrent le chat, il n'y a plus d'autres questions sur lesquelles on n'avait pas répondu. Est-ce qu'on en est certain ? Oui, alors peut-être une ou deux questions sur le contrôle de l'identité des candidats et ensuite sur les jurys éventuels. Est-ce qu'il y aura des harmonisations prévues par la suite ? Alors, je vais répondre sur le contrôle d'identité et M. Kunegel, plus à l'aise que moi sur l'harmonisation, prendra la parole en second temps. Donc, pour le contrôle de l'identité, donc en effet, hein, cela fait partie des règles sanitaires. Hein, donc, le candidat, il ne doit pas vous donner sa carte d'identité. Il doit vous la montrer. Donc, il la montre au moment où vous l'accueillez pour son interrogation. Donc, bien sûr, pas au moment où vous accueillez les 4 candidats ou les 3 candidats. Hein. Donc là, vous prenez les 4 fiches, etc. Et c'est au moment où vous allez le chercher de la salle de préparation, une fois qu'il a fini sa préparation et qu'il se présente à vous pour répondre aux questions, il vous montre sa carte d'identité et vous voyez bien que c'est bien le candidat qui est en face de vous. Et bien sûr, il la re-range derrière. Il ne faut pas la toucher. Et pareil, hein, donc par rapport à ça, il doit émarger avec son propre stylo sur la feuille d'émargement que vous mettez à sa disposition. Il est aussi demandé au chef d'établissement de fournir quelques stylos et du matériel de désinfection pour que si un candidat, ce qui semble quand même assez rare, vu qu'il faut une préparation sur papier et sur un support, si un candidat arrive vraiment les mains dans les poches, sans stylo, sans rien du tout, qu'il puisse quand même avoir un stylo pour émarger sur la feuille d'émargement. Voilà, ça fait partie des quelques règles sanitaires auxquelles on doit se soumettre pour votre sécurité et la sécurité des candidats. Pour l'harmonisation, M. Kunegel, le micro.
Oui, pour ce qui est de l'harmonisation, je reprendrai ce qu'a dit Monsieur Cazan tout à l'heure. On va, je veux dire, les professeurs pourront, les différentes commissions dans l'établissement pourront échanger. On a vu le modèle de grille qui vient d'être présenté. Les professeurs auront, durant le temps d'interrogation dans le centre, l'occasion d'échanger en retour sur les interrogations de la journée, voire sur les 2 jours, et peut-être harmoniser un petit peu leur pratique au sein du centre d'épreuve. Peut-être d'autres... Alors, une question, oui, qui vient d'arriver. Si un élève étourdi a oublié sa feuille avec les questions notées. Alors, on a précisé tout à l'heure, le candidat passe son épreuve dans son établissement. Donc, je pense que ça sera relativement facile, effectivement, de récupérer les éléments à la fiche du candidat. En tout cas, le professeur interrogateur, s'il rencontre cette difficulté, effectivement, prend la tâche du chef de centre afin de régler cette situation. Et une autre question qui concerne un cas très particulier. Les élèves bénéficiant d'un tiers-temps ont-ils uniquement ce tiers-temps pour le temps de préparation ou l'ont-ils aussi pour le temps de passation ? Alors, il y a 2 cas de figure. Le tiers-temps peut valoir pour la préparation uniquement, peut valoir uniquement pour le temps d'interrogation, mais le tiers-temps peut être accordé à la fois pour le temps de préparation et pour le temps d'interrogation. Et ces éléments sont précisés dans l'aménagement du candidat. Donc chaque professeur aura à sa disposition, dans une petite pochette qui sera mise à sa disposition dans sa salle d'interrogation, les décisions d'aménagement. Et il est recommandé, on demande au candidat de toute façon de se munir de cette feuille d'aménagement lors de l'interrogation pour éviter tout oubli. Voilà. Une question également d'ordre administratif concernant les fiches d'évaluation et les bordereaux de notation. Est-ce qu'ils sont bien laissés au chef de centre en fin de journée? Et est-ce que les membres du jury récupèrent tout de même ou non un double des bordereaux? Non, alors tous les éléments sont laissés dans le centre d'épreuve, que ce soit la fiche ou que ce soit le bordereau. Et il a été demandé que quand un professeur quitte le centre d'épreuve, il a renseigné les fiches d'évaluation, il a renseigné le bordereau et saisi ses notes. Je dis bien avant que le binôme de professeurs quitte l'établissement. Alors, il y a 2 questions récurrentes aussi concernant l'absence éventuelle d'un des professeurs. Y a-t-il des membres de jury de réserve? Et puis des questions liées à la rémunération, auxquelles les professeurs... voilà. Alors, quand un professeur est absent, donc là, le chef d'établissement il nous prévient immédiatement. Et donc, nous cherchons une solution pour qu'il y ait un remplacement possible le plus vite possible. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive. Nous espérons que cela arrive le moins possible, bien sûr, mais ça arrive. Voilà, on est humain et on peut avoir un problème de dernière minute et ne pas se présenter à l'examen. Bien sûr, le professeur nous expliquera à son chef d'établissement les raisons de ce retard ou de cette absence. Et voilà, donc nous, on essaye de trouver une solution dans l'immédiateté pour pallier ce problème. Pour la rémunération. Et pour reprendre sur cette question, on a essayé dans la construction et dans la manière de nommer les professeurs d'intégrer cette difficulté effectivement d'un professeur qui, pour une raison ou pour une autre, ne pourrait pas être là le matin même des épreuves. Donc l'idée, c'est d'avoir gardé des professeurs de presque l'ensemble des spécialités sur des zones géographiques données afin d'éviter également des déplacements trop importants au pied levé pour remplacer un professeur qui n'aurait pas pu se rendre à sa convocation. Concernant la rémunération, on est sur une rémunération, même type de rémunération que toute épreuve orale. Que se passe-t-il en cas d'absence d'un candidat compte tenu du Covid-19 qui serait atteint justement par le virus ?
Alors, pour tout candidat, donc effectivement, qui ne pourrait pas se rendre, notamment pour cas de Covid, hein, le candidat sera amené à passer une épreuve à la session de remplacement. Alors, après, si effectivement on a déjà des demandes, hein, ça se joue sur une journée, mais là on n'est pas sur un candidat qui ne peut pas passer, mais un candidat qui ne pourrait pas être convoqué le jour où il est convoqué. J'ai un exemple en tête, c'est pour ça que je vous dis ça. Par exemple, il est convoqué le premier jour où débutent les épreuves, et on sait qu'il peut qu'il pourrait passer son épreuve le dernier jour. À partir du moment où les épreuves se déroulent toujours dans le centre d'épreuves, et qu'on a les professeurs, hein, le binôme, ça pourra éventuellement être étudié au cas par cas. Autrement, le professeur sera amené à passer son épreuve dans le cadre de la session de remplacement. Peut-être tu peux rappeler aussi la partie protocole sanitaire pour les épreuves d'examen qui ne concernent pas l'ensemble de la classe. C'est-à-dire le fait que si un élève est positif au Covid, ce n'est pas l'ensemble de la classe qui est mise à distance, mais uniquement ces cas contacts directs repérés par l'ARS. Exactement. Ce qui veut dire qu'on ne va pas avoir 35 problèmes avec un élève positif, mais seulement peut-être 2 ou 3 cas qui vont être mis à distance. Et encore une fois, comme le disait M. Cunagel, il y a quand même 15 jours aussi, on peut reconvoquer l'élève. S'il est à distance maintenant, par exemple, pour 10 jours, ça va peut-être être au début. Il ne pourra pas être convoqué au début, mais il pourra être convoqué à la fin. Oui. On essaiera de limiter le nombre de candidats qui iraient en session de remplacement. Et ce n'est pas le rattrapage, hein, c'est bien deux choses différentes. Hein. Donc, on essaiera de limiter, effectivement. Hein, donc, s'il y a des cas de Covid en début, c'est-à-dire donc le 21 par exemple, ou le 22, on pourra les reconvoquer pour qu'ils puissent passer l'examen avec les derniers candidats. Mais effectivement, si c'est à la fin que nous avons un candidat qui est déclaré Covid ou un cas contact avéré, un cas contact direct, eh bien oui, ils seront convoqués à la session de remplacement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames et messieurs les inspecteurs? Non, pour ma part, aucune nouvelle question. Monsieur Tomasini. Monsieur Tomasini. Juste une petite chose qui est liée à l'outil qu'on vous a présenté. L'outil, c'est vraiment une proposition, ce n'est pas une obligation. Donc ça n'oblige pas automatiquement les chefs d'établissement à mettre un ordinateur dans la salle. Donc vous savez qu'il y a un outil, vous pourrez le télécharger. Si vous souhaitez l'utiliser, il faut que vous veniez avec votre portable. Parce que les chefs d'établissement n'auront pas forcément mis d'ordinateur dans la salle à disposition des jurys. Donc la question a été posée plusieurs fois, je pense qu'il était important de le dire. Un souci avec les ordinateurs mis à disposition, c'est les identifiants et mots de passe qui permettent d'y accéder, qui ne sont pas forcément des identifiants sur le Wi-Fi Grand Est ou autre commun à tous les établissements. Donc voilà, maintenant, si vous demandez à un chef d'établissement qui vous mette à disposition un ordinateur, il le fera. Bien. S'il n'y a pas de nouvelles questions, je pense qu'on peut s'en tenir à cette explication. Nous vous remercions à tous et à toutes d'avoir suivi cette visio qui, on l'espère, aura été éclairante. Nous remercions encore une fois le lycée Loritz pour son accueil et cette salle qui nous a permis de faire cette visio de façon très correcte. Merci beaucoup. Et nous remercions bien sûr toutes les personnes qui sont autour de la table, les inspecteurs, les agents aussi qui nous ont aidés pour la technique. Et bien sûr, je remercie M. Cunegel pour son aide très précieuse dans l'organisation. Je vous souhaite à tous bon courage dans cette nouvelle épreuve, le grand oral. Nous en tirerons ensemble des conclusions par rapport à l'organisation pour l'année prochaine. Merci à tous, merci d'avoir participé à cette visio.